je suis le docteur Jaya Saravan et je suis chef de service d'un centre que j'ai créé il y a 4 ans, mais c'est un projet qui date de plus de 30 ans. Un centre spécifique qui s'appelle maintenant Centre régional douleurs et soins somatiques en santé mentale, autisme, polyhandicap et handicap génétique rare. Et ce centre est actuellement pratiquement labellisé par le ministère. C'est devenu un centre de ressources sur le plan national. Et je m'occupe donc au niveau de ce centre avec mon équipe. Je ne suis pas tout seul, heureusement. D'autres médecins, des infirmières et tout, y compris ce qu'on appelle un PhD en neurosciences pour tout ce qui est recherche clinique à temps plein. On s'occupe essentiellement dans ce centre des cas complexes. Quand je dirais des cas complexes, c'est essentiellement des personnes autistes par exemple, avec des comportements problèmes très graves. Et quand on fait un vrai examen clinique de base, on trouve que ces comportements problèmes sont essentiellement dus à des pathologies organiques non prises en charge, non traitées, et essentiellement d'ailleurs des pathologies organiques douloureuses et qui sont passées, ces douleurs sont passées à la chronicité chez ces personnes. Nous, on est plus axé sur, évidemment, le centre de Dominique Fiard fait les soins somatiques, mais ils ne sont pas du tout spécialisés dans le cadre de la douleur chez ces personnes. Alors, les personnes que nous recevons, c'est pratiquement, majoritairement, je dis bien, la population TSA. Différents niveaux, essentiellement, j'ai évidemment des autistes Asperger, communicants, mais majoritairement, j'ai des TSA totalement dyscommunicants avec une déficience intellectuelle importante. Donc, comme je disais tout à l'heure, comment on arrive? Moi, je dis toujours, même s'ils n'ont pas le langage, ils ont un autre type de langage, c'est le langage du corps. C'est le corps qui parle à la place. Donc, il faut savoir, ce que je dis toujours à mes jeunes collègues, il faut savoir observer, inspecter la personne en question qui est là, et puis faire l'examen de base, comme tout médecin, c'est-à-dire ausculter, palper, percuter. Et avec ça, on arrive à faire, on n'a pas besoin d'imagerie, on n'a pas besoin de ceci, cela. Déjà, on a une idée d'un diagnostic d'un phénomène douloureux. Alors la douleur s'exprime, je dirais, à l'heure actuelle. Au départ, j'étais à 70% des comportements de problème, là, je suis arrivé à 90%. La douleur, elle s'exprime chez eux, c'est l'examen clinique qui relève dans le cadre de ces comportements problèmes. Et maintenant, on est arrivé depuis le temps, quelques signes sémiologiques, je parle, sémiologiques, de la perception de la douleur chez eux. C'est essentiellement, en gros, ça peut être plusieurs facteurs. En gros, vous avez des comportements hétéro-agressifs. Et quand je dis comportement hétéro-agressif, c'est essentiellement cette hétéro-agressivité se voit chez les personnes qui connaissent, c'est-à-dire il va être agressif vis-à-vis des parents, de la fratrie, ou quand ils sont dans une institution médico-sociale, vis-à-vis du personnel qu'ils connaissent. Ça, c'est assez clair. Si on ne fait rien, ça peut aller jusqu'à l'automutilation. Et l'automutilation commence, généralement parce que c'est simple, commence par le poignet, s'automutile là, puis après ça fait tout le corps. Ça, c'est un des signes aussi de l'expression de la douleur chez eux. Et puis il y a aussi un autre signe sémiologique, clinique, je dirais, c'est les troubles du sommeil. Pourquoi? Alors qu'ils dormaient bien d'un seul coup, troubles du sommeil. Attention, troubles du sommeil, on sait que c'est des phénomènes douloureux. Ça a été déjà démontré en dehors de la personne TSA. Donc, et puis des explosions violentes d'un seul coup, alors qu'il n'a rien, il n'y a pas de frustration. Ça, ce sont des signes sémiologiques de base pour dire, attention, il y a peut-être une douleur. Après, il faut trouver l'origine de la douleur. L'origine de la douleur, ça peut être beaucoup de choses chez eux. L'émotion, la ressentie pour eux, mais il faut qu'on fasse des travaux de recherche quand on démarre en septembre.
Moi, je ne vais pas attaquer le professeur Cohen, on connaît ses indications, on sait comment ça se passe. Je ne rentre pas dans les détails du packing et moi je reste avec les recommandations de l'HAS, je travaille avec ces recommandations de l'HAS, je ne fais pas de packing, je n'ai rien à voir avec le packing, je fais un examen somatique de base déjà avant de trouver le phénomène douloureux. On n'a pas besoin de packing pour ça, le packing de toute façon avec la recommandation de l'HAS, elle est dans cette population TSA, elle est, moi je dirais, elle est contre-indiquée, il n'y a rien à voir. Alors, nos travaux de recherche, alors moi je peux vous dire, on va le démarrer avec, comme je suis avec l'Université de Sherbrooke, le CHU de Sherbrooke, je suis professeur associé là-bas, on va démarrer, parce que c'est pas simple de faire des travaux comme ça, il faut aussi, il faut le dire, il faut des subventions pour faire des travaux de recherche, et bon. Nous, on part de cette hypothèse que les voies de la douleur chez ces personnes autistes sont exactement les mêmes que vous et moi, comme on dit en normotypie, mais que peut-être au niveau, je dis bien peut-être c'est une hypothèse, que peut-être au niveau du cortex somatosensoriel, ils ont une perception différente de la nôtre. Et ça, on va le démontrer. On est parti, je dirais, du protocole qu'on avait fait il y a quelques années et maintenant. Ce qu'on avait dit il y a quelques années, on avait dit, pour prendre une autre population, que les schizophrènes étaient totalement insensibles à la douleur. Ça traînait des siècles. Personne ne s'en est occupé. Ils disaient ils sont complètement insensibles à la douleur. Et puis l'équipe d'ailleurs, entre autres, l'équipe du professeur Serge Marchand à Sherbrooke, a été une première équipe au monde à avoir démontré le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout, réglementairement bien sûr, et tout, et ils ont montré qu'ils ont exactement les mêmes modes de la douleur. Les mécanismes excitateurs, inhibiteurs, parce que heureusement que notre physiologie elle est bien faite, hein. Vous avez une douleur, mais vous avez plusieurs, avant que ça aille jusqu'au cortex et que vous voyez, vous percevez votre douleur au niveau du cortex somatosensoriel, vous avez plusieurs, phases. Le phénomène douloureux peut être arrêté au niveau de la moelle, au niveau, c'est bien fait. Et nous, on est partis, eux, ils sont partis de ça, ils ont montré que les voies de la douleur sont exactement pareilles, que les mécanismes excitateurs et inhibiteurs sont exactement pareils, sauf qu'ils ont une perception différente au niveau du cortex somatosensoriel. Cette perception, elle est due, je dirais plus essentiellement, là je dis bien au niveau de la schizophrénie, elle est essentiellement due à leur pathologie, enfin leur pathologie psy, parce qu'ils ont des symptômes positifs et négatifs, et ils n'arrivent pas à percevoir la douleur telle que vous et moi. Ça, c'était démontré. Donc on repart avec cette même hypothèse en disant on va démontrer, parce qu'il faut impérativement démontrer chez la personne autiste qu'ils ont exactement les mêmes voies de la douleur. Peut-être qu'ils ont une perception différente là-haut. Pour le moment, il n'y a aucune étude qui a été faite là-dessus. Alors, on essaye de faire chez les personnes autistes parce qu'on ne va pas s'amuser à faire des trucs invasifs. Hein. Ce n'est pas possible chez eux, c'est compliqué. Alors, on va essayer de faire on va commencer par des choses simples. C'est-à-dire quand on fait des protocoles de recherche au niveau de la douleur, je veux dire, ou même les voies de la douleur, ce sont des appareils spécifiques, je veux dire, on induit une douleur. Mais quand je dis on induit une douleur, ça peut être une stimulation soit thermique, mais contrôlée. Hein, on ne va pas s'amuser comme... j'ai fait une méta-analyse de tout ce qui a été écrit dans ce domaine, vous verrez, c'est affolant. Donc on va induire une douleur et on va contrôler avec ces appareils comment ce phénomène douloureux qu'on induit va être transporté, je veux dire, de la périphérie jusqu'au cortex somatosensoriel, c'est-à-dire qu'on enregistrait ce phénomène douloureux qu'on a induit par ces appareils. Et après, on va analyser les courbes qui sont enregistrées, un logiciel spécifique, hein, on ne rentre pas dans les détails techniques, hein, et on va enregistrer donc tout depuis la périphérie jusque là-haut. Et comme ça, on va montrer, on espère montrer que ces personnes autistes
ont exactement les mêmes mots de la douleur, mais qui ont une perception probablement différente. Et on sait très bien, tous les gens le disent, une personne autiste, par exemple, il peut se brûler, mettre sa main sur une plaque chaude, il peut rester tranquille, et puis après, il peut avoir d'ailleurs les deux extrêmes. Parfois, il y a une explosion violente, il peut tout casser, puis d'autres fois, ils sont tranquilles, quoi. Par contre, maintenant, je vous ai donné un peu des signes sémiologiques, ça c'est pour les médecins, en disant attention, quand vous avez comportement hétéro-agressif, les troubles du sommeil, pensez, examinez, essayez de trouver une douleur. Par contre, ils ont des douleurs, qui sont un peu différentes d'autres phénomènes douloureux, ça c'est l'origine depuis le temps qu'on travaille. Donc ils ont des douleurs diverses et variées. Alors, je peux vous donner, pour citer, ils ont des douleurs au airline, c'est-à-dire qu'ils font des otites chroniques à répétition, parce que ça n'a jamais été pris en charge, donc ça passe à la chronicité. Ils ont des douleurs dentaires aussi, juste tartre. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au carré, il suffit d'ouvrir la bouche, pas besoin d'être un dentiste, on voit tout de suite. Et quand vous avez un dépôt de tartre important, ça provoque des douleurs. Les otites, pareil. Autre chose aussi, par exemple, chez la personne autiste, lorsqu'on regarde avec un otoscope, vous voyez des bouchons de cérubelle, et donc ça aussi, ça a une sensorialité qui est différente, et ça entraîne des douleurs. Donc ça, c'est les douleurs ORL, ce que j'appelle. Mais il n'y a pas que ça, ils ont des douleurs abdominales épouvantables, c'est connu chez eux, liées soit à des reflux ésogastro-duodénal, c'est-à-dire hypersécrétion d'acide chlorhydrique, soit aussi, et ça on oublie, ils font aussi des crises ulcères gastriques. Alors ça peut rester comme ça, puis de temps en temps, quand la crise se déclenche, je peux vous dire, ça fait très très mal. Donc douleurs abdominales, ils ont aussi des douleurs squelettiques, avec des positions un petit peu différentes au niveau du rachis et tout, donc on trouve des douleurs. On a aussi, on oublie très souvent, il y a aussi des douleurs squelettiques, je vous en avais parlé. Ils ont aussi des douleurs pseudocardiaques, en fait c'était des maladies cardiaques, qu'on ne détecte pas. Ils ont aussi, par exemple, nous on a toujours, de plus en plus on voit des personnes autistes qui marchent à la pointe des pieds. Quand vous faites la voûte plantaire, elle est comme ça, elle n'est même pas comme une voûte plantaire. Et quand on fait un bilan orthopédique, et on voit tout de suite qu'il suffit de compenser avec des semelles et toute douleur disparaît, tout trouble du comportement disparaît. C'est des choses simples, mais il faut le savoir. Il y a plein d'autres douleurs comme ça chez eux. Écoutez, programme, nous, on peut le faire, ça passe par les différentes voies administratives, universitaires, parce qu'il faut que ça soit accepté, éthique, enfin comité éthique et tout. Bon, ça, ok, mais il y a aussi les sous. Il faut qu'une fondation, on va demander à des fondations de nous aider pendant la recherche. Parce qu'on ne peut pas s'amuser à faire la recherche si vous n'avez pas de fonds. Il faut bien payer les gens qui travaillent ou même l'exploitation de résultats. Il faut qu'un statisticien se mette. Oui. Donc on espère au moins, pour vraiment faire une bonne recherche dans ce cadre-là, il faut compter 2 ans. À peu près 2 ans. Moi, je suis aussi chef, comme on dit, de projet, aussi bien à l'HAS qu'à l'ANESM. Et le dernier truc où je suis chef de projet, c'est le fameux guide, parce qu'à un certain moment, on a accumulé tellement de choses depuis que le centre est ouvert, puis j'ai dit il faut qu'on fasse un guide où les personnels, soignants ou pas soignants, c'est-à-dire, je dis bien, parce que dans les institutions médico-sociaux, il y a bien sûr des infirmières, des aides-soignants, ils ne sont pas là 24 heures sur 24. Vous avez des éducateurs, vous avez d'autres, dans les masses par exemple, une maison d'accueil spécialisée, vous avez des AMP, ce ne sont pas des soignants. Donc, on s'est dit, il faut peut-être faire un guide, ce que j'appelle de détection précoce des problèmes somatiques et douleurs pour tout le personnel, y compris pour les familles, personnel soignant. Donc, avec l'ANES, à l'heure actuelle, on a fini ce guide, enfin, on est en train de le finaliser, et ce guide va être distribué à tout le monde, y compris dans le sanitaire et médico-social. Détection précoce, je dis bien.
des aides. Et puis ce qu'on veut aussi, c'est que quand ils vont dans un hôpital, dans une consultation, qu'on puisse programmer ça, en amont je veux dire, qu'on puisse leur donner des horaires, pas aller dans une salle de consultation lambda où il y a plein de monde. C'est sûr que la personne autiste, déjà on connaît les degrés d'anxiété chez eux, on ne fait qu'augmenter les degrés d'anxiété. Donc ce qu'on essaie de trouver, c'est de trouver un créneau horaire pour que, je ne sais pas, je vous prends un exemple, il faut qu'il ait une radio, une imagerie X ou Y, que dans le service de radiologie, on le prévoit un créneau horaire, il n'attend pas, il passe sa radio et il repart. C'est qu'on essaie de faire comprendre ça dans les institutions et dans les établissements sanitaires pour qu'ils n'attendent pas. Dans tout, hein, il n'y a pas seulement consultation accompagnée, donc ça ira beaucoup plus vite et ça posera beaucoup moins de problèmes. Alors je suis chargé effectivement par le ministère là, de créer, comme on dit, des bébés-centres, hein, entre guillemets, un bébé-centre. C'est-à-dire, quand je dis bébé-centre, ce sera des centres uniquement au niveau des soins. Parce que moi, j'ai, dans mon centre, comme c'est un centre de référence, il y a les soins, il y a l'enseignement, la sensibilisation, hein, c'est universitaire. Vous avez la recherche aussi, on ne peut pas faire tout ça. Donc, c'est de créer des bébés-centres au niveau... sur le territoire français, bien sûr, aussi dans les dom-toms, mais par région. Alors, la télémédecine, actuellement, dans le cadre de personnes TSA, on est le centre à projet pilote. Enfin, projet pilote, on a été désigné comme ça par l'ARS Île-de-France. Et on est en train de le tester. C'est dans le cadre d'ailleurs de prise en charge somatique et douleur chez la personne TSA, télémédecine. Ça consacre, c'est essentiellement télé-expertise et téléconsultation. Donc nous travaillons donc dans ce cadre-là avec des institutions médico-sociaux volontaires qui participent. Il y a des IME, des femmes, des MAS qui participent à ce projet qui est expérimental et c'est tout nouveau, ça n'a pas été fait du tout dans la population TSA. Je dis bien TSA parce que c'est bien labellisé TSA ce projet et on est en train de voir, on a tout créé, le télédossier, enfin tout. Et actuellement on a démarré vraiment et je pense que d'ici la fin de l'année, on va tirer les conséquences, les conclusions de cette expérimentation. Et je pense qu'on va l'étendre sur le territoire national. Ça évite comme ça, par exemple, en amont, ça évite quand tu as un résident d'une institution médico-sociale, un résident TSA, qui a des comportements problèmes, on m'envoie le télédossier, comme on dit, et je peux déjà donner en amont ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour éviter qu'ils aillent dans les services d'urgence, déjà en amont. Et en téléconsultation, je peux voir le résident dans son milieu où il vit, et donc déjà, je peux interférer comme ça. Donc c'est là, je pense que c'est aussi quelque chose d'avenir. Là, là, on oublie toujours, moi je commence toujours par la surmortalité. Toutes les études ont montré de mortalité et tout. Les personnes atteintes TSA, ils ont à peu près entre 10 et 15 années au moins d'espérance de vie, écourtée 10 à 15 années au moins par rapport à la population générale, à parier un sexe, âge à parier. Et les principales causes de décès chez eux, c'est essentiellement les maladies cardiovasculaires, les anomalies métaboliques, on oublie tout ça, alors que anomalies métaboliques, ça peut être diabète, hypertension artérielle, enfin anomalies lipidiques, alors que tout ça, ça peut être pris en charge. Et vous avez aussi, autre cause de décès, c'est aussi les crises d'épilepsie, état de mal épileptique. La dernière étude suédoise, qui est parue dans le British Medical Journal, psychiatrie, ça fait un peu peur. Là, ça a été sur les autistes. Ils avaient pris les autistes au haut niveau, comme ils disent, et bas niveau. Et une des causes, ça fait un peu peur, c'est le suicide aussi qui arrive, et le cancer. Alors, quand on dit le cancer, bon, il faut quand même une certaine forme
certaines années d'exposition, comme on dit. Déjà, moi, je trouve qu'il faut déjà détecter toutes ces anomalies métaboliques et l'hypertension artérielle pour ne pas qu'ils décèdent de maladies cardiovasculaires. Parce que tout ça combiné, ils vont avoir des problèmes cardiovasculaires. Et quand vous voyez que ces personnes TSA, moi je vois de plus en plus chez les femmes, ils n'ont même pas eu de frottis, de dépistage. C'est comme ça qu'on peut détecter. Même pas de frottis. Parce que, bon, ils sont TSA. Voilà. Alors, sur le plan médical, moi je suis effaré. On les a laissés complètement. Ils n'ont même pas les soins de base. Comme tout individu, moi je dis toujours, après tout, ces personnes, on n'y peut rien, c'est un handicap, on sait, les troubles neurodéveloppementaux, mais ce sont avant tout des êtres humains, ces personnes. Avant tout, c'est des êtres humains, considérons-le comme des êtres humains. Ils ont une double peine. Ils sont TSA, comme on dit, trouble du spectre de l'autisme, et en plus, personne ne prend en charge au niveau des comorbidités somatiques. Double peine. Et je dirais même triple, parce que même ils n'ont même pas accès aux soins de base. Alors là, c'est aussi une excellente question. Je pense qu'il faut qu'ils soient intégrés dans le milieu éducatif normal, hein, ou même parfois, bon, les classes adaptées. Mais là aussi, ça dépend de l'éducation nationale. Et il faut vraiment que l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, travaillent main dans la main en disant qu'il faut aussi qu'ils soient intégrés dans les classes, ou même parfois des classes spécialisées, ces personnes TSA. Il n'y a pas de raison pourquoi on les mette de l'autre côté. Et il faut vraiment qu'on se batte là-dessus. Il y a des régions où ça se passe bien, des départements, je veux dire, et puis d'autres régions où c'est... Malheureusement, c'est du n'importe quoi, je le dis tel que je le pense. C'est dommage. Je pense qu'il faut qu'ils soient intégrés comme tout individu. Et je pense que voilà, et moi, vous me posez une question, c'est une question, je crois qu'il faut sensibiliser le corps enseignant. Quand je dis enseignants, les professeurs, maternels, primaires, vous voyez, il faut vraiment les sensibiliser. Hein. Il faut aller faire des topos, je crois, sensibiliser en disant, ben voilà, qu'est-ce que c'est que l'autisme, c'est tout. Puis en disant, voilà, ils ont ça. Et je ne vois pas pourquoi on doit les considérer, mettre de côté. Moi, ce que je peux vous dire, on m'a posé la question, pas plus tard qu'en fin de l'année dernière, au niveau du ministère, disons, parce qu'il y a plein de recommandations de bonnes pratiques qui sont sorties dans le cadre de la psychiatrie et tout. Ok. Ah, ils m'ont dit, mais bon, écoutez, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, alors j'ai dit, écoutez, vous me posez une question. J'ai bien précisé, j'ai dit la population la plus vulnérable, je dis bien en France, la population la plus vulnérable qui existe, la population atteinte du trouble du spectre de l'autisme. J'ai expliqué pourquoi. Comparativement, par rapport aux patients atteints de pathologie mentale. Parce qu'ils sont pris en charge, l'approche globale est passée. Mais la population à l'heure actuelle, sur le plan médical, ils m'ont posé la question sur le plan médical, j'ai dit c'est la population la plus vulnérable. Que rien, évidemment, ça a bougé depuis 3 ou 4 ans, heureusement d'ailleurs, mais il y a encore des chemins à parcourir. Hein. Je peux vous dire, c'est pas encore fini. Mais par rapport à il y a une cinquantaine d'années, je dirais, ça y est, il y a une sensibilisation qui se fait. Je pense qu'il faut aussi, il y a le corps enseignant, mais il y a aussi le corps médical. Il faut que j'aille aussi faire la sensibilisation au niveau de mes collègues qui ont peur, je vous dis bien, qui ont peur de la personne autiste. Je ne vois pas pourquoi ils ont peur de la personne autiste. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une population excessivement vulnérable. Alors, peut-être, oui. Puis ils n'ont pas été formés, hein. Pas du tout. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'autisme. Ben, je ne dis pas tous, hein. Heureusement qu'il y a des collègues qui sont sensibilisés, qui s'investissent, mais vous savez, ce n'est pas la majorité du corps médical, c'est ça que je veux dire. Puis ça dépend aussi des régions. Il y a encore des choses, mais je pense que les progrès, on voit bien. Hein. Moi, je perçois
Et je sens que depuis 3 ou 4 ans, hein, c'est vrai que une partie du ministère s'est mobilisée, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai, comme on dit, il y a eu des choses depuis 50 ans qui ont traîné, et puis on ne peut pas les faire d'un seul coup, changer. En tout cas, voilà, moi je vous dis ça. Moi je suis les recommandations de bonne pratique, y compris tout ce qui est scientifique. Sinon, il ne faut pas aller dans n'importe quel, même pour les traitements.